Sim Apollo, bonjour. Sur cette vidéo, on va pas faire réellement du pilotage, on va pas se mettre dans une situation réaliste du point de vue des missions Apollo. Ce que l'on veut expliquer ici, c'est comment on modifie les orbites. Si vous avez lu les articles qui sont sur le site, vous aurez appris que toutes les trajectoires dans l'espace sont des ellipses. Des ellipses dont un des foyers est la masse centrale autour de laquelle on est en train de tourner. Alors ici, vous avez un graphique qui représente l'orbite actuelle sur laquelle nous nous trouvons. Alors on va situer un petit peu, voilà. La simulation est en pause, tout est immobile. Nous sommes dans le module de service et de commande qui est actuellement au-dessus de la Californie, ça c'est la péninsule de Californie. Et nous sommes à une altitude qui est indiquée ici de 174,9 km au-dessus de la surface terrestre. Alors, la surface terrestre est matérialisée ici par un cercle gris et notre trajectoire est matérialisée par le cercle vert. Alors je dis cercle, c'est une erreur. Comme je l'ai dit, toutes les trajectoires sont des ellipses. Alors en réalité dans l'espace, toutes les trajectoires ne sont pas forcément des ellipses, mais dans le cas des missions Apollo, il n'est en aucun cas prévu d'atteindre une vitesse de libération qui conduise à avoir des trajectoires différentes que des ellipses. On va tourner soit autour de la Terre, soit autour de la Lune, sur des trajectoires elliptiques. Autre précision importante, nous avons une trajectoire elliptique dans l'espace. Dès lors que nous rentrons dans l'atmosphère, là encore, ça n'a plus de sens. Mais encore une fois, 90% de la mission va se dérouler, 99% même de la mission va se dérouler dans l'espace. Donc, on ne réfléchit pas, toute trajectoire, toute orbite est une ellipse. L'ellipse que nous parcourons en ce moment, matérialisée en vert, qui est presque circulaire, est caractérisée par essentiellement deux paramètres. Le périgée, PEA, périapsis, qui est de 153,9 km d'altitude, et l'apogée ou apoapsis à 298,3 km. Donc notre ellipse varie bien d'une altitude de environ 150 km à une altitude d'environ 300 km. Si on l'exprimait en termes de rayons, ce serait moins, la différence évidemment serait beaucoup moins nette, puisqu'il faut rajouter environ 6000 km de rayons terrestres. Donc on aurait, en faisant des arrondis monstrueux, entre 6150 km d'un côté et 6300 km de l'autre. Voilà les différences entre petit axe et grand axe de l'ellipse actuelle. Ce que je veux montrer ici, c'est comment on fait pour modifier les paramètres de cette ellipse. Il se pourrait qu'on ait envie, pour une raison ou pour une autre, par exemple, d'étendre la trajectoire, de monter en altitude ici ou là, ou éventuellement le contraire, baisser l'altitude ici ou là. Et donc comment on fait pour augmenter l'altitude d'un point de l'ellipse, ce point-là ou ce point-là, l'augmenter ou diminuer cette altitude. Voilà ce qu'on va voir ici. Et donc en fait ce sont purement et simplement des notions de navigation céleste qu'on va aborder lors de cette vidéo. Rien d'autre. Pas de choses relatives purement et simplement à Apollo, mais des généralités sur la façon dont on fait varier les trajectoires orbitales d'un vaisseau spatial, quel qu'il soit. Alors bon, j'ai quand même choisi d'utiliser le CSM Apollo. La commande qui permet d'allumer le moteur est ici, tout a été pré-réglé dans la configuration. Il n'y a rien d'autre à faire que de mettre en route le moteur ou l'arrêter. Avant de commencer, avant de lancer la simulation qui est
vous le voyez encore en pause. Je vais quand même expliquer de façon simple, avant de commencer, comment ça va se dérouler. En fait, lorsque nous sommes en train de nous déplacer sur notre trajectoire elliptique, notre orbite, nous avons une vitesse qui est tangentielle à l'ellipse. Notre vitesse est en train de nous amener dans cette direction-là, mais la force de gravitation nous ramène sans arrêt vers le centre terrestre, ce qui fait que nous avons une trajectoire courbée qui tourne autour de la Terre. Tourne en ellipse, mais qui tourne autour de la Terre. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons une vitesse tangentielle. Eh bien, pour modifier notre ellipse, on ne va pas chercher à essayer de grimper, par exemple, si on voulait augmenter l'altitude ici, on ne va pas chercher à grimper par là. Ce serait complètement contre-performant du point de vue énergétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit tenter d'augmenter notre vitesse tangentielle, soit de la diminuer. Si on augmente notre vitesse tangentielle ici, on ne va quasiment pas bouger d'altitude à ce niveau-là, mais par contre la conséquence que ça va avoir sur l'ensemble de la trajectoire, c'est au point opposé de remonter l'altitude du point opposé au point où on se trouve. Donc si on augmente la vitesse, on augmente l'altitude de l'autre côté. Si on diminue la vitesse, donc si on freine, et on verra tout à l'heure comment on fait ça, on diminue l'altitude du point opposé. Alors on va faire ça. Je mets donc la simulation en route. Je vous remontre encore le périapsis, 153,9 km. Alors je vous rappelle le moyen mnémotechnique, périapsis avec un P comme proche, donc c'est le point le plus proche de la surface. Apoapsis à 300 km, donc c'est le point le plus éloigné de la surface sur notre trajectoire. Et nous, notre position est matérialisée par ce rayon ici. Nous nous trouvons donc là, et notre altitude est actuellement de 172,8 km. On est en train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc on se rapproche du périapsis, on est en train de descendre vers le périapsis, et donc notre altitude diminue doucement, 172,0, 171,9, etc. Il y a un autre chiffre ici qui est intéressant, c'est l'excentricité. En gros, ça matérialise la déformation de notre ellipse. Plus ce chiffre est grand, plus l'ellipse est ovale. Et si ce chiffre vient à être égal à 0, on a complètement circularisé l'ellipse. Je vous rappelle qu'un cercle est un cas particulier d'ellipse. C'est une ellipse dont le périapsis et l'apoapsis ont la même valeur. Par exemple, si on amenait le périapsis à 298,9 km, à ce moment-là, on serait sur une orbite parfaitement circulaire et l'excentricité serait nulle. Bien, donc nous sommes ici, en train de voler. Nous sommes globalement en train de voler, enfin la position de notre module est légèrement cabrée, comme vous pouvez le voir. Et donc si on veut effectuer une poussée exactement tangentielle à notre trajectoire, c'est-à-dire pour augmenter au maximum notre vitesse, si on pousse dans cette direction-là, ça va avoir tendance à nous remonter un petit peu. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était inutile. Et il y aura une partie seulement de la poussée qui sera utilisée pour augmenter notre vitesse tangentielle. Et c'est ça qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, et là encore, on va utiliser un outil qui n'est pas disponible pour les astronautes Apollo. On va positionner notre vaisseau ici, avec cet affichage qu'on appelle le HUD, qui est un affichage orbiteur, mais qui n'est pas un affichage Apollo. On va aligner notre vaisseau avec le vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse sur le HUD, il est matérialisé par ce cercle. Alors ce cercle-là indique la vitesse prograde. Il y a un autre cercle avec un point qui indique le vecteur vitesse rétrograde, c'est-à-dire en fait l'inverse du vecteur vitesse. C'est la direction dans laquelle il faudrait se mettre pour pousser dans la direction inverse, c'est-à-dire freiner, c'est-à-dire là on chercherait à retourner complètement le vaisseau pour qu'il regarde vers l'arrière. Bien, donc je vais dans un premier temps
ramener le vecteur vitesse dans l'axe. Encore une fois, les affichages qui sont utilisés ici ne sont pas les affichages Apollo, mais c'est pas l'objectif ici de faire du pilotage Apollo pur. Voilà, là on est aligné, et vous voyez, on voit. Nous sommes ici, on est dans l'axe du vecteur vitesse, on va augmenter notre vitesse tangentielle. Je vais mettre le moteur en route, et ce qu'on va observer, c'est notre altitude, qui va varier un tout petit peu, mais très peu, et surtout l'apoaxis qui, lui, ou qui, elle, va varier considérablement. Alors on commence déjà à dériver, donc je pousse tout de suite. Voilà, l'apoapsis est en train d'augmenter. Elle se déplace parce que c'est ce point-là dont on fait monter l'altitude, ici. Et donc l'apoapsis qui était ici se rapproche du point qu'on est en train d'écarter, du point de l'ellipse qu'on est en train d'écarter, qui est diamétralement opposé à notre position actuelle. Notre altitude augmente peu, on est resté aux alentours de 160, j'arrête. On est resté aux alentours de 160 km d'altitude. Le périapsis aussi très peu varié. On était à un peu plus de 150 tout à l'heure. On est resté aux alentours de. On est monté à 160, très légèrement monté. C'est normal puisque notre vaisseau, lui, a un petit peu commencé à cabrer pendant la poussée. Mais surtout, on voit que l'apoapsis s'est rapproché de notre point diamétralement opposé et surtout est monté à presque 1000 km. Voilà comment on déforme une ellipse dans une navigation, donc non pas en poussant verticalement, mais en poussant horizontalement. Et donc si on augmente notre vitesse en accélérant, on augmente l'altitude du point opposé. Alors, on va faire l'expérience inverse, à savoir, on va chercher à diminuer l'altitude, faire l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je vais diminuer l'altitude de ce point. Et ce que je vais même faire, c'est que je vais diminuer cette trajectoire, parce que c'est une trajectoire théorique, que les choses soient claires, donc c'est la courbe que nous allons suivre de façon théorique lors de notre vol, mais je peux tout à fait la faire descendre en dessous du sol de la surface terrestre. Pour faire ça, première chose, il va falloir que je retourne mon vaisseau de façon à ce qu'on soit en vol rétrograde, c'est-à-dire que en poussant de la droite vers la gauche, je vais avoir tendance à freiner ce mouvement qui m'amène de la gauche vers la droite. Je vais chercher le vecteur rétrograde, c'est-à-dire celui qui, je l'ai dit tout à l'heure, le cercle avec un point au centre qui se trouve diamétralement opposé à la position du vecteur prograde. Il ne doit plus être très loin. Le voilà, on l'a vu apparaître. Et voilà. J'ai arrêté la rotation. Maintenant, notre vaisseau, si je le remets dans la situation tout à l'heure, voilà, on voit que maintenant il est en train de marcher à reculons. Et je vais donc, nous sommes ici, je vais donc baisser l'altitude de ce point-là, ce qui va avoir pour conséquence de ramener, de faire baisser l'apoapsis et de la faire descendre, et je vais la faire descendre en dessous de la surface terrestre. Parce que je le rappelle, cette ellipse est une ellipse théorique
qui décrit la trajectoire que nous suivrons tant qu'aucun obstacle ne viendra s'opposer à notre parcours. Alors on va y aller franchement. Donc on voit que le périapsis est en train de décroître. L'apoapsis, pardon. Maintenant, alors, c'est intéressant. Maintenant, l'apoapsis, nous sommes à une altitude de 270 km. L'apoapsis se trouve à peu près ici. C'est donc une partie de la trajectoire. L'apoapsis était là tout à l'heure. C'est une partie de la trajectoire qui. Enfin, l'apoapsis est en train de nous rejoindre, puisque si je baisse ce point-là, c'est ce point-là qui va être le plus bas et l'opposé qui va être le plus élevé. Donc on va être à la position d'apoapsis. Donc en gros, nous allons avoir une apoapsis qui va tourner autour de notre altitude actuelle de 270 km d'altitude. Et c'est le périapsis maintenant qui est en train de baisser, le point le plus bas. Donc il est là. Le périapsis va se loger quelque part en face de l'endroit où je me trouve. On est en train de baisser le point qui est là et on est en train de le descendre par là. Donc le périapsis se rapproche de cette zone-là. On est à moins 400 km ici. On va s'arrêter là. Voilà, aux alentours de moins 500 km. Donc notre trajectoire actuelle, notre altitude est toujours d'environ 175 km. Comme je l'ai prévu tout à l'heure, l'apoapsis est devenu très proche de nous à 176 km. En revanche, le périapsis est passé de l'autre côté. On a descendu ce point à moins 566 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre trajectoire va intercepter la surface terrestre quelque part par ici, là. Mais surtout, ce qui va se passer avant que on vienne se cogner au sol, on va redescendre dans l'atmosphère. Et en fait, ce type de trajectoire n'est rien d'autre qu'une trajectoire d'atterrissage qui nous amènerait probablement quelque part par ici. D'ailleurs, un autre outil qui n'est pas un outil Apollo permet de visualiser les courbes. Et donc là, actuellement, notre trajectoire nous emmène, c'est la trajectoire verte. Alors on peut zoomer un peu. Et donc on voit que notre trajectoire ici vient intercepter la surface terrestre quelque part au large du Brésil. En réalité, on entrera dans l'atmosphère bien avant, probablement quelque part par là. Et donc notre chute sera freinée et devrait nous amener au nord du Brésil probablement. On peut faire l'expérience. Et ce qu'on peut faire d'ailleurs, je vais enlever les affichages inutiles. Ce que j'ai expliqué étant terminé, on va laisser la simulation se dérouler, on va regarder la descente dans l'atmosphère. Alors là, le module de service et de commande est entier, donc en théorie, il devrait brûler dans l'atmosphère, et pas fait pour résister à une rentrée atmosphérique. Je ne sais pas si c'est supporté par le simulateur, mais rentrer avec tout ce dispositif à l'intérieur de l'atmosphère, ce serait en réalité une véritable catastrophe et la mort assurée pour l'équipage. En attendant d'approcher les 100 km, je vais accélérer la simulation. La limite de l'espace par convention, on la donne à 100 km. Donc on va se mettre à 100 km. Voilà, 105 km, on est juste à la limite entre l'espace et l'atmosphère. Alors encore une fois, c'est une limite conventionnelle. Là où nous nous trouvons, il y a déjà pas mal de frottements. Je pense que le périapsis là doit être encore en train de baisser parce qu'on doit déjà commencer à être freiné par l'atmosphère. Ben non, c'est inexact. En fait, on voit que le périapsis est en train d'augmenter. Alors c'est peut-être un phénomène de rebond atmosphérique là qui nous concerne. Notre altitude, par contre, elle est bel et bien en train de baisser.
Et donc on est en train de tomber, mais peut-être on vole un peu, comme un avion, ce qui fait remonter le périapsis. Bon, on va tomber, hein, il n'y a pas de doute, ça va commencer à chauffer ici. En attendant de voir apparaître la trace d'échauffement de la rentrée atmosphérique, je résume ce que j'ai dit, à savoir que toutes les trajectoires spatiales sont des ellipses, et que pour modifier ces ellipses, relever le point opposé de notre ellipse. Ah voilà, ça commence à brûler. Pour relever le point opposé de notre ellipse, on augmente notre vitesse. Pour abaisser le point opposé de notre ellipse, on réduit notre vitesse. Et je parle bien de vitesse horizontale. On ne cherche pas à effectuer des mouvements verticaux, uniquement des mouvements horizontaux. Voilà. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à profiter du spectacle. Voilà, maintenant on voit clairement le frottement qui fait qu'on n'est plus en train de voler mais bien en train de se freiner. Le périapsis est en train de s'effondrer et donc la courbe qui est ici, là, la trajectoire qui est ici, le point d'interception va se rapprocher de plus en plus du point où on se trouve. On est au-dessus de la mer et de toute façon on va tomber dans l'eau. « 60 km. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la courbe qui est tracée par cet affichage reste une courbe elliptique. On part du principe que notre courbe, notre trajectoire sera toujours une ellipse. Mais en revanche, effectivement, on voit que ce sont les paramètres de cette ellipse qui sont en train de varier. Et donc, en particulier, le freinage auquel on est soumis tend à faire baisser, ici, le point opposé à notre trajectoire. Notre altitude n'est plus que de 49 km, moins de 50. Là, le vaisseau aurait dû exploser, hein, déjà. Ici, il y a des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène qui, avec la chaleur, à mon avis, auraient dû rentrer en combustion. En se mélangeant les deux. En plus, là, l'hydrogène est maintenant dans l'air atmosphérique et donc ça aurait dû exploser. Mais même dans le cas où l'atmosphère serait réduite en haute altitude, l'oxygène se trouve à côté et tout aurait brûlé. 34 km. Et là, on voit que la chute devient de plus en plus verticale. Voilà, on va tomber quasiment à l'endroit où on se trouve. Ah. On va rentrer dans la couche nuageuse à 22 km d'altitude. Là, on est approximativement à l'altitude de vol des avions. Et on est en train de tomber quasiment tout droit. Notre altitude est ici, c'est l'altimètre pour les atterrissages. Alors, notons aussi que là, ces affichages-là, qui sont les affichages d'orbiteurs, utilisent le système métrique. En revanche, les affichages d'Apollo sont tous en unité américaine, donc 1000 nautiques, pieds. Donc là, par exemple, on est à 30 000 pieds, ce qui est environ 10 000 mètres. Voilà, 8003.
Donc l'altitude de l'Everest. Ça va aller très vite maintenant. 6000 mètres. Voilà, on tombe comme une pierre, verticalement. On aura fait un atterrissage. C'est destructif, mais on aura fait un atterrissage. Regardons cet altimètre, il est plus précis. Mètres. 300 mètres. Boum. Et voilà. Bien. Eh bien, cet atterrissage destructif termine la vidéo. Simapolo, à bientôt.